Naofumi est un nerd en sueur qui a été invoqué dans un autre monde en tant que héros, mais s'est fait ridiculiser pour son manque de compétences offensives. Cependant, après avoir acheté une fille puissante dans un repère d'esclaves douteux, il fait équipe avec elle et défait ses ennemis le jour et casse des lits la nuit. Tout commence dans une bibliothèque où Naofumi prend un livre expliquant comment le monde sera bientôt frappé par des vagues apocalyptiques catastrophiques et seuls les 4 héros cardinaux peuvent le sauver de ressembler aux tours jumelles. Chacun des héros légendaires se voit attribuer une arme unique, épée, lance, arc et bouclier. Soudain, le livre s'illumine et, l'instant d'après, Naofumi est entouré d'un cercle de mages. Clignant des yeux de confusion, Naofumi regarde 3 autres jeunes hommes demander où ils se trouvent. Les mages les emmènent voir le roi Altcraig qui les accueille dans le pays de Melromark et leur demande de se présenter. Le gars tenant l'épée se présente comme Ren. Le porteur de la lance révèle son nom comme Motoyasu, tandis que l'archer se présente calmement comme Itsuki. Cependant, lorsque le roi ignore Naofumi, il réalise instantanément qu'il est le héros du bouclier chétif. Altcraig explique alors qu'ils ont été convoqués en tant que héros cardinaux pour défendre ce monde contre des vagues apocalyptiques qui déchaînent des monstres déterminés à anéantir l'humanité. Une fois qu'il a terminé la conférence, Altcraig les exhorte à ouvrir leur statut. Naofumi et les héros apprennent qu'ils sont tous au niveau 1. Pour monter de niveau, le ministre explique qu'ils doivent tous partir en aventuriers séparés pour devenir plus forts. Lorsque les héros expriment leur agacement à ce sujet, Altcraig ordonne aux meilleurs guerriers du royaume de se consacrer aux héros de leur choix. À la stupéfaction de Naofumi, il se retrouve seul et s'effondre devant tout le monde. Soudain, une fille nommée Min prend pitié et annonce qu'elle rejoindra le héros inutile au bouclier. Le petit zizi de Naofumi se réjouit à l'idée d'avoir une belle fille à ses côtés. Pour rendre les choses encore plus agréables, Altcraig lui lance un sac d'or plus gros que les autres. Alors que les héros se mettent en route, Mine conduit Naofumi à l'armurerie d'Elhard. Cependant, lorsqu'il saisit une épée, une décharge électrique le traverse. L'écran de statut s'ouvre, révélant à Naofumi qu'il ne peut manier que son bouclier. À la fin, Mine convainc Naofumi de dépenser son argent pour un costume de clown qui le gardera en sécurité. Prêt à s'entraîner, Naofumi se dirige vers les champs pour combattre des slimes et lutte misérablement tandis que Ren les tranche facilement. Cette nuit-là, Mine ramène Naofumi à la boutique d'Elhard où elle presse ses atouts contre lui pour qu'il lui achète une armure Gucci. Naofumi écoute son instinct et dépense la moitié de son argent. Ensuite, pour l'impressionner davantage, il l'invite à un dîner chic au restaurant de Gordon Ramsay, lui disant à quel point il se sent chanceux d'avoir un partenaire aussi formidable. En réponse, Min sourit doucement et ils décident de se coucher. Le lendemain matin, Naofumi se réveille et découvre que son argent et ses vêtements ont disparu. Paniqué, il court vers la chambre de Min quand il est appréhendé par des chevaliers qui l'emmènent au château. Confus, il voit Min se cacher derrière Motoyasu. Altcraig lui ordonne de révéler ce qui s'est passé et Min déclare que la nuit dernière, Naofumi s'est imposé à elle. Heureusement, elle s'est échappée et a trouvé Motoyasu qui l'a aidé à s'enfuir. Naofumi essaie de dire à la cour et aux héros que tout ce que dit Min est un mensonge, mais personne ne le croit. Au lieu de cela, il le qualifie de héros pervers. Enragé, Naofumi voit Min se moquer de lui, réalisant que tout le monde le déteste pour être le héros au bouclier faible. Cependant, puisque l'apocalypse est proche, Altcraig dit à Naofumi qu'il ne le jettera pas en prison, mais que tout le monde dans les rues saura qu'il a abusé d'une fille innocente. Avant de partir, Naofumi les avertit qu'il a vu Redo of Healer, maintenant trahi et rejeté. Naofumi tombe sur Elhard, qui est sur le point de le frapper, jusqu'à ce qu'il voit le désespoir dans le visage de Naofumi. Réalisant qu'il est innocent, Elhard lui donne une cape pour l'aider à se cacher. Plus tard, Naofumi combat les slimes seul et atteint le niveau 2. Lorsqu'il entre sur le marché pour vendre les slimes, il est traité injustement. Alors il déchaîne sa colère sur le marchand pour montrer à tout le monde qu'il ne faut plus le sous-estimer. Après avoir passé quelques jours dans la forêt, Naofumi tombe sur une plante coûteuse qu'il donne à son bouclier et débloque le bouclier de feuilles. En utilisant le bouclier amélioré, Naofumi améliore la qualité de la plante et gagne beaucoup d'argent en la vendant. Une nuit, Naofumi est attaqué par quelques voyous. Il les bat en utilisant des slimes et son bouclier, mais réalise bientôt qu'il ne peut pas combattre de vrais monstres de cette façon. En entendant sa plainte, un renifleur de pièces hideux apparaît de l'ombre. Il se présente comme Bellukas et dit à Naofumi qu'il peut l'aider. Naofumi déclare qu'il ne cherche pas un service d'un gobelin laid comme lui, mais Bellukas rit et lui dit de simplement le suivre. Bientôt, ils arrivent dans une taverne où Belluka révèle qu'il est propriétaire d'esclaves. Naofumi lui dit que ce n'est pas parce qu'il est blanc qu'il voudrait posséder un esclave. Belluka rit, expliquant qu'il met ses esclaves sous une malédiction qui permet aux maîtres de les utiliser comme bon leur semble, et que si les esclaves désobéissent, ils mourraient d'une mort douloureuse. Après avoir vu des esclaves virils, Naofumi tombe sur une fille demi-humaine malade. Belluka explique que son dernier maître était un sadique qui a brisé son esprit, la laissant obéissante mais vide.
Pensant qu'elle serait facile à gérer, Nofumi décide de l'acheter. Une fois que Belukas effectue le rituel de liaison, Nofumi découvre qu'il peut maintenant accéder au statut de la fille. Il lui crie alors de révéler son nom et elle parvient à articuler le mot Raftalia. Ensuite, Nofumi l'emmène à la boutique d'armes d'Elhart où il lui achète l'équipement le moins cher et lui dit sans détour qu'elle va désormais combattre des monstres. En raison de la malédiction d'esclave, Raftalia n'a pas d'autre choix que d'accepter. Remarquant qu'elle n'a pas de chair sur les os, Nofumi l'emmène dans un restaurant à proximité qui normalement n'autorise pas les demi-humains à l'intérieur. Des murmures remplissent la salle alors que le héros au bouclier détesté et son esclave demi-humaine prennent place, mais Nofumi ignore tout le monde et commande un repas. Lorsque la nourriture arrive, les yeux de Raftalia s'illuminent et elle mange comme si elle n'avait pas vu un vrai repas depuis des années. De retour sur la route, Nofumi la fait combattre des monstres faibles pour devenir plus forte. Après une longue journée de chasse, il lui donne un médicament amer pour sa toux. Elle s'étouffe avec le goût, ce qui fait crier Nofumi. Cette nuit-là, Raftalia rêve du jour où ses parents ont été tués par des monstres lors de la première vague apocalyptique. Elle se réveille en criant et Nofumi la serre instinctivement dans ses bras, espérant que personne ne le surprenne et ne l'accuse de se déguiser en Leonardo DiCaprio. Le lendemain, ils rendent visite à l'herboriste qui révèle que l'apprentissage de la médecine est rare après la dernière vague. Voyant une opportunité de gagner de l'argent, Naofumi emprunte des outils pour récolter des herbes. Au fil du temps, Raftalia commence à lui faire confiance. Mais quand Naofumi lui dit de tuer un lapin, elle se fige, terrifiée à la vue du sang. La malédiction d'esclave s'active, la choquant. Naofumi avertit que si elle ne peut pas se battre, elle sera inutile et abandonnée. En entendant la menace, elle se force à chasser le lapin. Bientôt, ils atteignent la ville de Lutte et entendent dire que les mines peuvent bien pour les cristaux de monstres. Dans les tunnels, Raftalia panique lorsqu'il rencontre une bête semblable à celle qui a déchiqueté ses parents. Naofumi la protège, mais ne peut pas attaquer. Il lui dit de fuir si elle ne peut pas se battre. Mais se souvenant du sacrifice de ses parents, Raftalia rassemble son courage et tue le monstre, tandis que Naofumi la protège. Une semaine plus tard, Naofumi se fait malmener par un sanglier sauvage. En se reposant, il râle d'avoir débloqué des tonnes de compétences de bouclier, mais de ne toujours pas être assez fort pour affronter les vagues apocalyptiques à venir. Plus tard dans la journée, lui et Raftalia s'arrêtent à l'armurerie d'Elhart. Le forgeron manque de s'évanouir en voyant Raftalia maintenant adulte. Naofumi, cependant, n'est pas impressionné car il préfère ses femmes comme les chiffres sur une horloge. Jamais au-delà de 12. Agacé, Raftalia rétorque qu'ils sont là pour lui acheter une armure adéquate. Pas pour discuter de ses goûts douteux. Naofumi insiste qu'il n'en a pas besoin. Mais Raftalia réplique que sans protection supplémentaire, il mourra comme le perdant que tout le monde pense qu'il est. En entendant leur dispute, Elhart leur montre un ensemble lourd en fer, mais Raftalia déclare franchement que Naofumi n'est pas assez costaud pour porter ça. Elhart acquiesce et promet d'avoir un ensemble sur mesure prêt pour demain. Le lendemain, Naofumi essaie sa nouvelle armure de barbare, faite sur mesure juste pour lui. Raftalia s'extasie instantanément, plus excitée que la voisine plantureuse, tandis que Naofumi fronce les sourcils, disant qu'il ressemble plus à un voyou qu'à un héros. Raftalia le fait taire en lui disant que ça lui va parfaitement. Soudain, une agitation se fait entendre dehors. Un défilé de chevaliers traverse les rues. Raftalia mentionne à quel point la ville est tendue depuis que les vagues sont proches. Naofumi soupire, souhaitant au moins savoir quand les vagues frapperont. Elhart lève un sourcil, choqué que le Heroes au bouclier ne connaisse pas l'horloge sablier dans l'église. Il les informe que lorsque le dernier grain tombe, les vagues commencent. À l'intérieur de l'église, Naofumi tombe sur Motoyasu, Mine et les autres héros. Dès que Motoyasu aperçoit Raftalia, son micro-pénis saute pratiquement de son pantalon alors qu'il commence à flirter sans vergogne, au grand dégoût de Mine. Mais Raftalia tient bon, répliquant qu'elle est avec Naofumi. D'abord contrarié, Motoyasu bafouille un défi à Naofumi, mais le héros au bouclier l'ignore, attrape Raftalia par la main et s'en va furieux. Cette nuit-là, Raftalia demande prudemment à Naofumi ce qui s'est vraiment passé avec les autres héros. Froidement, il lui dit de s'occuper de ses affaires, pensant qu'elle ne le croirait pas même s'il disait la vérité. Le lendemain, remarquant sa tension, Raftalia lui assure doucement qu'elle est heureuse qu'ils se soient rencontrés et promet d'être sa fille-chat avec une poigne de gorille à partir de maintenant. Avant que Naofumi ne puisse répondre, le sablier se vide. Instantanément, les héros sont téléportés sur le champ de bataille où la vague frappe le plus fort, tandis que les trois autres héros se précipitent pour combattre la vague pour la gloire. Naofumi et Raftalia arrivent au village de Lutte, où il ordonne à Raftalia de guider les gens vers la sécurité pendant qu'il sert d'appât. Grimpant au clocher, il sonne la cloche furieusement, attirant des hordes de zombies et d'abeilles monstrueuses vers lui. Une fois qu'il se rapproche, il met le feu à l'endroit, brûlant autant qu'il peut en une seule fois. Voyant son courage, les villageois insistent pour rester et se battre. Reconnaissant mais réaliste, Naofumi les avertit de fuir lorsqu'une énorme abeille zombie apparaît. Alors qu'ils se préparent au pire, Raftalia revient et rejoint le combat. Ensemble, ils abattent le monstre.
Raftalia passe au niveau 22, tandis que Naofumi atteint 19. Soudain, des boules de feu tombent du ciel. Naofumi protège Raftalia alors que des chevaliers arrogants se vantent d'éliminer les monstres avec des flammes, ignorant complètement le risque pour les villageois. Furieuse, Raftalia les charge, indignée par leur comportement. En réponse, le commandant royal rit, se moquant d'elle pour être une demi-humaine prenant le parti du héros au bouclier. Avant qu'elle ne s'emporte, Naofumi l'arrête, lui rappelant la véritable menace, un énorme zombie se profilant derrière les chevaliers. Ils passent à l'action. Naofumi appelle les chevaliers à se regrouper et à aider, mais le commandant lâche ordonne à ses hommes de les abandonner et de soutenir les autres héros à la place. Seul un lieutenant courageux et quelques soldats loyaux restent pour aider Naofumi à tenir la ligne. Pendant ce temps, les autres héros finissent le monstre central de la vague et se précipitent pour réclamer leur récompense, ignorant tout le reste. Naofumi reste en arrière, s'assurant que le village est en sécurité, et lorsque les villageois le remercient, il les écarte, disant qu'il n'a pas besoin de louanges ou de remerciements. Cependant, voyant Raftalia pleurer les vies perdues, le ton de Naofumi s'adoucit alors qu'il lui tapote doucement la tête, lui disant qu'elle a bien fait. Cette nuit-là, Alcrès organise une grande fête pour célébrer le succès des héros lors de la deuxième vague. Pendant que tout le monde boit et rit, Naofumi est assis dans un coin sombre, détestant chaque seconde. Sans la récompense, il ne se serait pas donné la peine de venir. Pendant ce temps, Raftalia traverse la foule en sautillant, attirant instantanément l'attention de Motoyasu. Juste au moment où il s'apprête à agir, une mine jalouse l'attrape et lui murmure quelque chose. Raftalia rejoint Naofumi et l'incite à essayer la nourriture. Mais il refuse froidement, se concentrant plutôt sur son écran de statut. C'est là qu'il remarque une nouvelle compétence de téléportation. Soudain, Motoyasu s'avance en tempête, exigeant un duel. Il accuse Naofumi d'être un salaud pour avoir gardé un esclave. Naofumi lui rappelle que l'esclavage est légal dans ce monde, mais Motoyasu argue avec suffisance qu'en tant qu'homme d'un autre monde, il devrait s'élever au-dessus de ces choses. Un Alcrès arrogant et manifestement partial apparaît, menaçant de le jeter en prison s'il refuse le duel. Quand Raftalia proteste, disant qu'elle sert Naofumi par choix, les soldats l'entraînent avant qu'elle ne puisse finir. Le roi ignore ces paroles, affirmant que la marque d'esclave contrôle sa volonté. N'ayant pas d'autre choix, Naofumi accepte mais précise que Raftalia revient à lui s'il gagne. Min se moque de lui, rappelant à la foule que le héros au bouclier ne peut pas attaquer, ce qui provoque les rires des nobles. Le duel commence. Bien que Naofumi ne puisse pas frapper, il tient bon, bloquant chaque coup avec son bouclier en métal d'élite. Calmement, il fait remarquer que Motoyasu a perdu au moment où il n'a pas pu percer. Motoyasu charge à nouveau, mais Naofumi contre et l'envoie valser. Mais Min n'a pas fini de tricher. Elle lance secrètement un sort pour faire trébucher Naofumi, donnant l'avantage à Motoyasu. Le roi déclare immédiatement Motoyasu vainqueur. Min sourit, narguant Naofumi qu'il est condamné à être seul pour toujours, tandis que le roi loue son courageux héros à la lance, fier que sa fille ait choisi le bon homme. Debout dans l'arène, les yeux de Naofumi s'écarquillent alors que la vérité s'abat. Mine est la princesse Malti déguisée. Elle avait planifié cela depuis le début, volant son argent, le sabotant, l'accusant à tort. Tout cela pour élever Motoyasu et ruiner sa vie. Et le roi était complice depuis le début. Une brume sombre commence à s'échapper du bouclier de Naofumi, alors qu'il déverrouille une série de malédictions mystérieuses qui se nourrissent du désespoir de Naofumi, l'entraînant plus profondément dans les ténèbres. Soudain, l'un des ministres annonce froidement que Motoyasu a libéré Raftalia. La brume s'épaissit alors que Naofumi voit Raftalia s'éloigner, l'abandonnant. En réalité, Raftalia se dispute avec tout le monde au sujet de l'innocence de Naofumi. Ren et Itsuki s'avancent, accusant Malti d'utiliser la magie. Piégée, Malti rétorque que personne dans le public ne l'a vu lancer de la magie, seulement pour que les autres héros se moquent d'elle, disant que personne n'accusera une princesse. Raftalia se précipite rapidement vers Naofumi qui est toujours perdu sous l'influence sombre du bouclier. Elle l'appelle, lui rappelant comment il l'a sauvée, comment il lui a donné de l'espoir. Lentement, Naofumi lève la tête et la voit enfin. La brume sombre s'estompe, alors que sa colère se dissipe, le faisant s'effondrer sur les genoux chaleureux de Raftalia. Ailleurs, la reine Marelia reçoit des nouvelles de son mari inutile. Elle comprend instantanément qu'Alcrès danse au rythme de leur gobelin de l'entrejambe, Malti, et soupire de frustration. L'informateur la rassure que tout dans la capitale est sous leur surveillance, donc elle n'a pas besoin de s'inquiéter. De retour au château, Alcrès récompense les héros pour leur rôle dans la vague, sauf Naofumi. Il lui dit froidement que posséder une esclave signifie pas de paiement. Mais, à la surprise générale, Ren et Itsuki interviennent, protestant en faveur de Naofumi. Il souligne que non seulement Naofumi a protégé les villageois pendant que les autres se battaient pour la gloire, mais que Motoyasu a également triché lors du duel grâce à la magie de Malti. Motoyasu et Malti argumentent faiblement qu'il n'y a pas eu de tricherie, mais tout le monde les ignore. Ren rappelle sèchement au roi que Naofumi doit être compensé pour avoir sauvé des vies innocentes. Ne voyant aucun soutien, Alcrès cède et lance à Naofumi quelques misérables pièces de cuivre. Avant que Naofumi ne puisse commettre des crimes de guerre pires qu'un certain peintre allemand, Raftalia l'entraîne. Plus tard, Raftalia insiste pour renouveler sa crête d'esclave chez Bellucas. Naofumi proteste, mais elle dit qu'elle aime son sceau de loyauté.
À proximité, un chariot plein d'œufs de monstres attire l'attention de Nofumi. Belucas explique qu'il s'agit d'œufs de loterie. 0 argent pour une chance aléatoire d'obtenir n'importe quoi, d'un filolial à un dragon. Faisant confiance à son esprit de jeu américain, Nofumi en achète un, espérant un monstre qui fera des exercices de Kegel sur son petit. Sur le chemin du retour, ils rendent visite à l'herboriste qui remercie Nofumi d'avoir sauvé le village de lutte et lui offre un livre de recettes de médecine, ajoutant que puisque Nofumi voyage avec un demi-animal, il pourrait avoir besoin de remèdes pour un standard. Juste après, le propriétaire de la boutique de magie remet un livre de sorts, révélant le talent naturel de Nofumi pour la magie de guérison et de soutien, tandis que Raphtalia peut apprendre la magie de la lumière, des ténèbres et même de l'illusion. En lisant les livres plus tard, Nofumi se rend compte que son bouclier traduit les mots parlés, mais pas l'écriture, donc il devra apprendre l'écriture locale. Raphtalia insiste pour qu'ils étudient ensemble la langue et la magie, puisqu'ils ont un mois avant la prochaine vague. Le lendemain matin, l'œuf éclot et un poussin filolial en sort. Elle grandit à une vitesse fulgurante et Nofumi la nomme Philo. Mais les ennuis arrivent vite. Le groupe de Motoyasu arrive avec des chevaliers royaux et un décret selon lequel Motoyasu est maintenant seigneur du village de lutte. Son premier plan génial ? Une taxe de 50 pièces d'argent pour quiconque entre ou sort du village, ce qui ruinerait les habitants. Nofumi les avertit que cette décision ruinera leur réputation plus vite qu'un krach boursier. Avant que les choses ne s'aggravent, un groupe de filles masquées arrive avec un message urgent pour Malty. Sachant que les filles travaillent pour sa mère, la reine, Malty modifie le décret. Le différend sera désormais réglé lors d'une course de dragons entre Nofumi et Motoyasu. Nofumi essaie de refuser, mais Philo, étant un grand oiseau stupide et compétitif, défie le dragon de Motoyasu toute seule. Pendant l'entraînement, Motoyasu se moque de Philo, mais elle lui donne un coup de pied solide dans les bijoux de famille. La course commence et, grâce à la vitesse incroyable de Philo, Nofumi prend la tête. Mais les chevaliers de Motoyasu trichent en posant des pièges magiques le long du parcours. Malgré le sabotage, Philo continue et, avec le bouclier de Nofumi qui dévie les sorts, il gagne. Juste après, Philo choque tout le monde en se transformant en Philo 2.0. Malty hurle à la tricherie, mais les filles masquées révèlent que le camp de Motoyasu était les vrais tricheurs. Vaincue et humiliée, l'équipe de Motoyasu s'en va. Nofumi se voit offrir une récompense, mais la refuse. Au lieu de cela, Philo propose de prendre un vieux chariot qu'elle tire joyeusement, offrant à Nofumi et Raphtalia des trajets gratuits. Le lendemain matin, Nofumi est choquée de découvrir que le grand oiseau a disparu, remplacé par une fille blonde qui l'appelle maintenant Maître et réclame de la nourriture. Elhart est sur le point de violer son sandwich lorsque Nofumi, Raphtalia et une fille blonde en cape entrent dans sa boutique. En entendant la fille murmurer qu'elle a faim, Elhart sourit et lui propose une bouchée de son sous-marin d'un pied de long. Mais avant qu'il ne puisse réagir, la fille se transforme en filolial de Nofumi, Philo, et dévore le tout en une seule bouchée. Nofumi explique qu'ils ont récemment emmené Philo à Belucas, qui a révélé que les filoliales royaux, rois et reines peuvent se métamorphoser en formes humaines. À travers l'histoire, Nofumi demande à Elhart des vêtements qui ne se déchirent pas à chaque fois que Philo se transforme de fille en modèle, victime de FG. Elhart admet qu'il ne fabrique pas de tels équipements enchantés et les envoie chez un tailleur. Cependant, le tailleur a besoin de fils magiques pour confectionner des vêtements qui changent de forme et les dirige vers la boutique de magie locale. À la boutique de magie, la propriétaire explique que son rouet a besoin d'un nouveau cristal magique pour produire du fil enchanté, mais en obtenir un prendra du temps. Pour compenser, elle offre à Philo une consultation gratuite et découvre que la fille oiseau a une affinité pour la magie du vent. N'ayant pas d'autre choix pour l'instant, Nofumi décide qu'ils gagneront de l'argent à l'ancienne, en vendant des marchandises de ville en ville avec Philo tirant la charrette. Sur la route, ils rencontrent un homme suppliant frénétiquement de l'aide. Sa mère est malade et il doit rentrer chez lui avec des médicaments. Après avoir confirmé que l'homme peut payer, Nofumi demande à Philo de le ramener chez lui en courant, où Nofumi utilise des médicaments et ses compétences pour soigner la vieille femme. En récompense, ils reçoivent un festin de nourriture gratuite. Pendant les jours suivants, l'équipe gagne une somme décente en vendant des potions, des marchandises et en offrant des trajets rapides. Ils se bâtissent une réputation locale. Iqual, un marchand itinérant, informe Nofumi que les gens l'appellent maintenant le guérisseur saint et Philo, le dieu des oiseaux domestiques. Pendant qu'ils discutent, Raphtalia remarque des voyous bloquant la route. Les voyous exigent que Nofumi leur remette Iqual et Raphtalia pour quelques séances de claques. Cependant, Nofumi, Raphtalia et Philo restent impassibles. Avant qu'ils ne deviennent arrogants, Raphtalia devient invisible et frappe, tandis que Philo invoque une tornade et élimine le reste. Après la raclée, les voyous avouent qu'ils ont été engagés pour attraper Iqual. Ils se moquent de Nofumi en disant « Aucun garde ne prendra jamais le parti du héros au bouclier ». Maintenant agacé, Naofumi menace de les donner à manger à l'estomac sans fond de Philo, à moins qu'ils ne paient. Terrifiés, ils révèlent l'emplacement de leur repère et conduisent l'équipe à une cache de biens volés qui appartient désormais à Naofumi. Après avoir encaissé, Naofumi exige un paiement supplémentaire de Iqual pour lui avoir sauvé la vie. Impressionné par l'esprit de requin de Naofumi, le marchand propose de lui apprendre à affiner les métaux, enchanter les gemmes et s'initier à l'artisanat magique. Naofumi accepte avec empressement. Grâce au contact de Iqual, Naofumi entend des potins croustillants sur les autres héros.
Motoyasu a sauvé un village en plantant une récolte légendaire. Ren a tué un dragon. Cependant, il n'y a pas d'informations solides sur Itsuki. Ikwal donne également à Naofumi une lettre de recommandation, accordant des droits miniers pour rechercher des minerais et des gemmes rares. Guidé par cela, Naofumi se dirige vers une grotte louche avec Raftalia, Philo et le propriétaire de la boutique de magie. À l'intérieur, ils entendent des murmures étranges, des illusions qui ravivent des souvenirs douloureux et la peur. La propriétaire de la boutique de magie avertit que les bêtes de la grotte sont des imitateurs psychiques qui jouent avec leur esprit. Elle dissipe les illusions, et Philo repousse les monstres avec de la magie du vent. Plus loin, ils affrontent un géant nu, aussi grand que leur maman. Après un combat difficile, Raftalia et Philo tuent la bête et récupèrent enfin le cristal magique dont ils ont besoin. De retour à la boutique de magie, ils utilisent le mana de Philo pour fabriquer un fil enchanté, complétant enfin ses vêtements spéciaux qui n'exploseront pas à chaque fois qu'elle change de forme. Quelques jours plus tard, Naofumi part avec son groupe vers le village de Leerno avec une grande quantité d'herbicides. À leur arrivée, Naofumi et l'équipe trouvent le village étranglé par des lianes agressives. Raftalia demande franchement au chef s'il a essayé de mettre le feu aux plantes. Le chef soupire, disant qu'ils ont tout essayé. Naofumi hausse les épaules et leur dit que c'est l'occasion parfaite de devenir végétalien. Le chef mentionne nerveusement que certains aventuriers téméraires essaient déjà de gérer le problème seuls. En entendant cela, Naofumi envoie Philo chercher les imbéciles avant qu'ils n'aient des plantes contre des humains. Quelques instants plus tard, Philo revient entraînant les aventuriers par le col. Lorsqu'elle exhibe sa capacité à parler, tout le monde réalise qu'ils sont en présence de Naofumi, le guérisseur saint. Après avoir soigné les villageois empoisonnés, il supplie Naofumi de terminer le travail et de détruire définitivement la plante bio. Le chef explique que ce désastre est dû à Motoyasu qui a planté une graine de bioplante provenant d'un repère d'alchimistes dans une tentative stupide de résoudre la famine. Naofumi réprimande les villageois pour avoir fait confiance à tout ce qui venait du cerveau de poids de Motoyasu. Cela dit, ils font face à la gigantesque bioplante. Raftalia et Philo se précipitent et finissent par trébucher l'une sur l'autre, Raftalia atterrissant dans une pose maladroite qui fait sourire Philo. Naofumi soupire, encaisse les assauts de la plante avec son bouclier et verse de l'herbicide directement dans son cœur. Avec le monstre affaibli, Naofumi ordonne à ses filles de collecter des graines, mais elles commencent immédiatement à se chamailler pour savoir qui devrait le faire, juste pour être félicitées par Naofumi. Plus tard, Naofumi nourrit les graines et la matière végétale morte à son bouclier, débloquant de nouvelles capacités pour analyser et manipuler les plantes. Après quelques expériences, il modifie les cultures pour qu'elles soient sûres et dit aux villageois que le problème de famine est résolu. Fauchés mais reconnaissants, les villageois le paient en fruits. Toujours homme d'affaires, Naofumi revend les graines modifiées à Ikwal pour un gros profit. Impressionné par l'esprit capitaliste de Naofumi, Ikwal lui confie une autre livraison dans une ville thermale. Après avoir terminé la livraison, Naofumi récupère des pièces supplémentaires et suggère qu'ils se détendent pour la nuit. Dans la source chaude, Raftalia aperçoit Naofumi en train de brosser les cheveux de Philo et se demande si elle devrait vérifier son disque dur. Avant qu'elle ne puisse surprendre Naofumi en flagrant délit, elle entend des filles bavarder sur le latium, un minerai rare qui peut fabriquer des accessoires augmentant l'amour. Déterminée à gagner le cœur de Naofumi, Raftalia part à sa recherche, seulement pour découvrir que Philo se dirige aussi vers le même endroit pour récupérer un œuf, car elle est convaincue que Naofumi aime les choses rondes. Une course s'engage entre les deux jusqu'à ce que Philo trébuche d'une falaise. Raftalia l'attrape, mais elles dévalent toutes les deux directement sur le dos d'un énorme sanglier. Après une poursuite chaotique, elles atteignent le nid d'oiseau contenant le latium, mais le sanglier détruit tout, dispersant le précieux minerai et brisant les œufs. Frustrées de ne pas avoir pu obtenir le minerai ou les œufs, les deux filles s'associent pour abattre le sanglier. De retour en vol, les villageois supplient d'acheter le cadavre du sanglier pour un prix énorme. Connaissant l'amour de Nonofumi pour l'argent, les filles le vendent avec plaisir au lieu de l'or. Elles surprennent Nofumi avec un marteau de haute qualité pour l'artisanat. Satisfait, Nofumi les récompense toutes les deux avec des caresses sur la tête, faisant enfin rayonner les filles de joie. Tard dans la nuit, tandis que Raftalia et Philo dorment paisiblement, Nofumi travaille tranquillement à fabriquer de petits cadeaux pour elles. Le matin, le groupe est de nouveau sur la route lorsqu'ils rencontrent une femme âgée anxieuse et un jeune garçon. Alors que Nofumi et Raftalia leur offrent de la nourriture, la femme les avertit de ne pas continuer sur le chemin car la ville devant eux est envahie par la maladie. Mais comme aider les PNJ est sa façon de gagner de l'argent, Nofumi arrive au village et est accueilli par le médecin local qui le reconnaît comme le guérisseur saint. Nofumi soigne les malades, au grand soulagement de tous, mais il explique rapidement que les symptômes reviendront à moins que la source de la maladie ne soit traitée. Le médecin révèle alors la véritable cause, des vents toxiques soufflant depuis la montagne ou le cadavre d'un dragon pourri. Il a été tué il y a environ 1 mois par Ren, qui l'a laissé se décomposer et le site est devenu une attraction locale. Mais le corps en décomposition a commencé à polluer l'air, répandant la maladie dans la région environnante. Lorsque le médecin informe Nofumi que le royaume n'a rien fait pour aider, il propose un marché. Payez-lui la récompense destinée aux forces royales et il s'occupera du reste. Trouvant le comportement de Nofumi minable, l'infirmière lui dit que même les Aniander Watchers sont mieux qu'un parasite comme lui.
En réponse, Nofumi lui dit d'aller se faire voir. Une fois l'accord conclu, le groupe monte la montagne, vainquant des monstres en chemin. Au sommet, ils trouvent le cadavre massif du dragon. Puis soudainement, il se lève comme un dragon zombie. Philo charge imprudemment et est avalé tout entier. Choqué et furieux, Nofumi est de nouveau englouti par la haine et les ténèbres émanant de son bouclier, et en quelques secondes, il déverrouille la série maudite, le bouclier de rage. Tout autour de lui brûle alors que ses émotions deviennent incontrôlables. Mais ensuite, il entend une voix douce lui rappeler qui il est, un protecteur, quelqu'un que ses alliés admirent. Alors que sa colère s'estompe, Nofumi voit Raphtalia blessée à côté de lui et se reconcentre. Réalisant qu'il a accidentellement causé de la douleur à Raphtalia, Nofumi essaie de la soigner quand soudain le dragon attaque à nouveau. Avec Raphtalia partie, Nofumi se retrouve dans une situation délicate. Il a besoin du pouvoir sombre du bouclier pour attaquer le dragon, mais s'il demande son aide, il provoquera un incendie assez grand pour détruire Hollywood. Tout à coup, Philo surgit de son estomac, l'ayant détruit de l'intérieur. Raphtalia reprend également conscience à temps pour que Philo révèle qu'elle a mangé un cristal magique qui alimentait la bête. Après la bataille, Nofumi ramène Raphtalia au village pour des soins. Plus tard, Philo lui donne un fragment du cristal. Méfiant, Nofumi se demande si c'est sûr, et après l'avoir inspecté, il le donne à son bouclier. Soudain, Raphtalia lui demande de dormir avec elle pour cette nuit, mais ayant vu Hoex en action, Nofumi dit plutôt à Philo de se reposer avec Raphtalia pendant qu'il sort pour y aller seul. Raphtalia, déterminée à ne pas être un fardeau, continue de se battre aux côtés de Nofumi et Philo, affrontant les monstres avec un regain de concentration. Une fois la bataille terminée, Nofumi remarque que Raphtalia a l'air moyennement cuite et décide qu'il est temps de retourner à la capitale pour lui donner des soins appropriés avec une forte dose d'eau bénite directement de l'eau de bain de Sydney Sweeney. Sur le chemin du retour, le groupe tombe sur une fille assise seule, entourée d'un groupe de philoliales. Mais à leur approche, les oiseaux se dispersent rapidement. Philo les regarde courir et remarque qu'ils ont l'air appétissants. Nofumi lui rappelle doucement que manger des philoliales ferait d'elle techniquement une cannibale. La fille, excitée par la capacité de Philo à parler, se présente comme Melty. Elle explique qu'elle adore les philoliales et offre joyeusement de la nourriture à Philo. Philo s'attache rapidement à elle et Nofumi leur permet de passer du temps ensemble pendant que lui et Raphtalia s'occupent d'une demande à proximité. Ce soir-là, Philo revient avec Melty qui explique qu'elle s'est séparée de son escorte et a maintenant besoin d'aide pour retourner à Castletown. Voyant l'opportunité d'aider et de peut-être gagner une récompense, Nofumi accepte de lui donner un trajet. À leur insu, un espion observe l'échange à distance. Au cours de leur voyage, le groupe commence à se rapprocher de Melty. Une nuit, cependant, Nofumi et Raphtalia remarquent les vêtements de Melty soigneusement placés près d'une Philo endormie et s'inquiètent momentanément qu'il se soit passé quelque chose. Philo se réveille bientôt et explique que Melty se repose simplement à l'intérieur de ses plumes. Raphtalia touche sceptiquement les plumes de Philo et, à sa surprise, s'endort instantanément aussi. Finalement, ils atteignent Castletown. Nofumi laisse les autres derrière et se dirige vers l'église pour acheter l'eau bénite, où il est accueilli par le grand prêtre qui le salue avec une politesse forcée et le félicite pour son récent duel avec Motoyasu. Nofumi ignore les politesses et demande directement la meilleure qualité d'eau bénite disponible. Bien que le personnel essaie d'abord de lui donner une version de moindre qualité, le grand prêtre intervient et leur ordonne d'apporter la vraie directement des toilettes de Sydney Sweeney. Nofumi la prend et part discrètement, méfiant de rester trop longtemps dans l'église. Peu après, il est poursuivi par un chevalier. Il se sépare rapidement de Raphtalia, lui demandant de se regrouper à la carriole de Philo. Alors qu'il se déplace dans la ville, Motoyasu le confronte soudainement et l'accuse d'avoir réduit en esclavage une autre fille, en parlant de Philo. Avant que Nofumi ne puisse répondre, Motoyasu s'emporte, provoquant une scène sur le marché. Un chevalier essaie de désamorcer la situation, mais Malty apparaît et insiste pour qu'un duel ait lieu, utilisant son autorité de princesse. Juste avant que les tensions n'escaladent, Melty arrive avec ses propres gardes. Elle réprimande fermement à la fois Motoyasu et Malty, grondant sa sœur pour avoir abusé de son pouvoir et exhortant les chevaliers à se retirer. Philo revient également et est immédiatement ciblé par les tentatives de Motoyasu de la charmer. Mais Philo, clairement peu impressionné, se transforme en sa forme philoliale et le frappe là où ça fait mal. Plus tard, à l'intérieur de la boutique d'armes, Melty se présente formellement comme la deuxième princesse et révèle qu'elle aurait été nommée héritière du trône en raison du passé de débauche de Malty. Elle explique en outre qu'elle ne savait pas que Nofumi était le héros au bouclier lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, mais qu'elle souhaite maintenant lui parler de quelque chose d'important. Toujours méfiant envers la famille royale, Nofumi dit carrément à Melty de dégager. Melty, toujours incapable de comprendre pourquoi Nofumi la méprise, essaie une dernière fois de lui parler. Mais Nofumi la coupe froidement, lui disant de retourner au château. Vaincu, Melty se détourne silencieusement, se remémorant sa véritable mission, une tâche confiée par la reine, qui s'oppose fermement à la façon dont la famille royale a traité Nofumi et veut qu'elle le soutienne. Une fois qu'elle est partie, Nofumi interdit fermement à Philo de revoir Melty.
Le cœur brisé, Philo sort en trompe de la boutique. Quelques instants plus tard, elle revient. Son temps avec un groupe de jeunes chevaliers. Parmi eux se trouve Ash, le même soldat que Nofumi a rencontré sur le marché. Ash demande respectueusement à combattre à ses côtés lors de la prochaine vague, révélant qu'après l'avoir vu se battre dans le village de lutte, il est devenu son objet. Nofumi, sans hésiter, demande 150 pièces d'argent comme frais de groupe. Raphtalia proteste, le traitant de vautour, mais Naofumi ne cède pas. Comprenant le défi, les chevaliers acceptent et partent rassembler l'argent. Ensuite, Naofumi apprend d'Elhart que les aventuriers peuvent recevoir des améliorations à l'église. Cependant, en arrivant, les nonnes impertinentes l'informent sans détour qu'il a été interdit de mise à niveau par décret royal. Réalisant que le seul esprit guidant ces nonnes est l'amertume, Naofumi se dirige vers Bellucas, qui suggère de visiter les pays voisins pour des mises à niveau de classe. Il recommande également d'acquérir une griffe de wyvern pour l'équipement de Philo, une idée que Naofumi accepte. Pour tester le nouvel équipement, Naofumi, Raphtalia et Philo entrent dans les égouts et rencontrent un crocodile géant. Le combat est rapide, et avec sa force améliorée, Raphtalia réfléchit à tout le chemin parcouru. Elle partage alors discrètement l'espoir qu'une fois les vagues terminées, elle souhaite aller avec Naofumi dans son monde. Le lendemain, ils arrivent dans une ville du nord où Naofumi voit des réfugiés mendier de la nourriture. Il apprend que l'intervention d'Itsuki dans une rébellion locale n'a fait qu'empirer les choses. Attristé mais calme, Naofumi les aide avec les quelques provisions qu'il peut épargner. De retour à Castletown, Naofumi surprend Ren et Itsuki en train de se disputer. Ils sont frustrés par la dégradation de leur réputation et mentionnent que quelqu'un d'autre prend tout le travail d'aventure. Amusé, Naofumi laisse échapper un petit rire, attirant leur attention. Ils le confrontent, l'accusant de voler leur commission. Naofumi leur dit calmement qu'il ne fait que réparer les dégâts qu'ils ont causés, et non pour les éloges, mais parce que quelqu'un devait le faire. Ren accepte son erreur, mais Itsuki refuse, le traitant de menteur. Avec seulement 72 heures restantes avant la prochaine vague, Naofumi et son équipe rendent visite à Elhart pour les préparatifs finaux. Elhart les équipe de nouvelles armes juste au moment où Ash et ses chevaliers reviennent, présentant fièrement les pièces que Naofumi avait demandées. Mais au lieu d'accepter l'argent, Naofumi leur dit de l'utiliser pour acheter un équipement adéquat et se préparer au combat. Les jeunes chevaliers acquiescent, reconnaissant pour l'opportunité, tandis que Philo rayonne d'excitation, heureuse d'avoir de nouveaux amis qui ne la voient pas seulement comme des ailes de poulet de première qualité. Alors que le moment de la prochaine vague approche, Naofumi remet discrètement un bracelet à Raphtalia, expliquant qu'il augmentera ses réserves de mana. Philo, visiblement jalouse, fait la moue jusqu'à ce que Naofumi attache doucement un accessoire dans ses plumes, lui disant que cela augmentera son agilité. Satisfait de leurs nouvelles améliorations, l'équipe se prépare. Naofumi et son groupe nouvellement élargi se téléportent sur le site de la deuxième vague. Immédiatement, ils sont confrontés à une nuée de monstres, mais Naofumi tient le front avec aisance. Alors qu'ils avancent, ils aperçoivent une femme âgée, tenant bon contre des ennemis de bas niveau. Raphtalia, impressionnée, remarque que la vieille femme doit clairement être enrôlée dans la Troisième Guerre mondiale, la reconnaissant comme la même femme qu'il a autrefois soignée. Naofumi fait un petit signe de tête alors qu'elle le remercie. 3 heures passent, et Naofumi commence à devenir méfiant. La vague aurait dû être résolue maintenant. Sans réponse en vue, lui et les autres se dirigent vers la source de la perturbation et se retrouvent face à un navire pirate flottant grouillant de tous les bébés expulsés du monde entier. À bord, ils trouvent Atsuki, qui les informe que Ren et Motoyasu ont été trop occupés à se disputer sur quel boss de vague vaincre en premier, provoquant une impasse totale. Agacé mais pas surpris, Naofumi monte à bord du navire avec Raphtalia et Philo. Motoyasu, comme d'habitude, se moque de lui, seulement pour que Naofumi lui rappelle sèchement que la série ne s'appelle pas l'ascension du héros de la lance, le remettant rapidement à sa place. Alors qu'ils éliminent les ennemis inférieurs, le véritable boss de la vague se révèle, le dévoreur d'âmes. Les héros lancent leur assaut, mais plus le combat s'éternise, plus Nofumi réalise les enjeux. Si cela continue, les villages voisins seront anéantis. Déterminé à y mettre fin, il active le bouclier de rage, mais avec lui vient la voix du dragon zombie, sa haine persistante infectant à la fois Nofumi et Fille, les envoyant dans un état de frénésie. Les autres héros reculent à cette vue, incapables de comprendre ce qui se passe. Mais Raphtalia s'avance, défendant Nofumi. Elle dénonce leur incompétence, leur rappelant que Nofumi a dû aller aussi loin parce qu'ils n'ont pas agi quand c'était important. Dans le chaos, Nofumi voit Raphtalia et Fille, celle qu'il a juré de protéger. Cette promesse l'aide à reprendre le contrôle. Il canalise le pouvoir du bouclier et porte le coup final, vainquant seul le dévoreur d'âmes. Alors que la poussière retombe, une femme mystérieuse apparaît. Avec un ton moqueur, elle rabaisse Ren, Itsuki et Motoyasu, les qualifiant de simples minets avec des coiffures sophistiquées. Puis, se tournant vers Nofumi, elle déclare que lui seul mérite d'être appelé un héros et qu'à partir de maintenant, elle sera son ennemi. Après s'être présentée comme Glace, la femme mystérieuse annonce audacieusement que la véritable bataille de la vague ne fait que commencer. Curieux, Nofumi essaie de l'analyser via son menu de statut, mais est pris au dépourvu lorsqu'aucune information n'apparaît.
Glace, ayant observé leur combat contre le dévoreur d'âmes, se moque de manière désinvolte de Ren, Itsuki et Motoyasu, les qualifiant de serviteurs de Nofumi. Insulté, le trio lance ses attaques les plus puissantes, mais Glace bloque leurs mouvements sans effort et contre-attaque avec aisance, mettant les trois hors de combat en quelques secondes. Alors qu'il s'effondre, Nofumi intervient pour l'affronter de front. Il tente plusieurs attaques, utilisant toutes les astuces qu'il connaît, mais rien ne l'ébranle. Glace loue sa force défensive, admettant qu'il est le seul à pouvoir lui tenir tête. Mais même ainsi, il est loin d'être son égal. Réalisant que la vague est presque terminée et que continuer le combat est inutile, Nofumi prend la décision tactique de se retirer avec son groupe avant que quelqu'un ne soit gravement blessé. De retour dans la capitale, Nofumi est convoqué à la cour royale. Le roi reconnaît à contre-cœur sa victoire sur le dévoreur d'âmes, mais change rapidement de ton, exigeant de savoir comment un soi-disant héros défensif a pu déchaîner une telle puissance dévastatrice. Calme et posé, Nofumi sourit et dit au roi que s'il veut vraiment des réponses, il devrait lui lécher les orteils. Cela, bien sûr, met Altkreis en colère, qui menace les compagnons de Nofumi. Mais Nofumi réplique froidement, avertissant le roi de faire attention, sinon il débloquera son Mangekyu Sharingan et anéantira tout le royaume. Après qu'il soit parti en trombe, Melty arrive, suppliant son père de reconsidérer sa position sur Nofurmon. Melty intervient, réprimandant sa sœur pour avoir pris le parti du héros au bouclier, mais Melty ne cède pas. Elle rappelle à Melty qu'ils vivent dans un monde brutal où les conséquences des décisions insensées peuvent être fatales. Puis, pour la royauté, Melty sert son étoile de mer en chocolat de colère, tandis que Melty s'éloigne. À l'extérieur du palais, Nofumi se prépare à partir pour le pays voisin de Shelfredin pour obtenir des améliorations de classe pour Raphtalia et Fi. Avant leur départ, Elhart leur offre de nouvelles armes, à leur grande excitation. Plus tard dans la nuit, pendant qu'ils campent, le groupe reçoit la visite inattendue de Melty elle-même. Elle supplie encore une fois Nofumi, lui demandant de retourner au château et de faire la paix. Nofumi refuse fermement, lui disant qu'il en a fini de jouer à la politique avec sa famille. Mais alors qu'il commence à se détourner, l'un des chevaliers de Melty se jette soudain sur elle avec une lame dégainée. Alors que le chevalier se jette sur Melty, Nofumi intervient instinctivement et la sauve. Mais avant qu'il ne puisse reprendre son souffle, les chevaliers environnants l'accusent immédiatement d'avoir enlevé la princesse. Ils le traitent de traître et disent qu'il devrait être forcé de boire le liquide sale qui s'écoule des sacs poubelles. Un bref combat s'ensuit, mais les chevaliers se retirent bientôt pour ensuite diffuser une version manipulée de l'incident qui présente commodément Nofumi comme le méchant pour quiconque est prêt à écouter. Les conséquences sont immédiates. Nofumi et son groupe sont mis sur liste noire dans les villages et les villes, marqués comme des fugitifs. En réfléchissant à ce qui s'est passé, Nofumi se souvient comment il a capturé le chevalier qui a tenté d'assassiner Melty. Lors de son interrogatoire, il a découvert un chapelet caché dans les robes du chevalier, un symbole indubitable de l'église des trois héros. Raphtalia lui a expliqué que cette secte religieuse est largement suivie à travers Melromark, et plus important encore, exclut le héros au bouclier de ses enseignements. De retour au présent, Nofumi exprime sa rage contre le royaume, suscitant les protestations de Melty. Elle insiste sur le fait que son père n'a rien à voir avec cette conspiration. Nofumi ne la croit pas une seconde. Frustré, il sort pour réfléchir sans distraction. Après une réflexion dans le calme des bois, il revient avec une nouvelle détermination. Il annonce qu'il en a fini avec Melromark et qu'il a l'intention de quitter le pays. Melty, surprise, dit qu'elle prévoit de retourner au château. Mais Nofumi souligne que cela ne ferait qu'annuler son abonnement à vie et l'exhorte à venir avec lui si elle tient à sa vie. Une fois que Melty accepte à contre-cœur, Nofumi déclare qu'ils partiront à l'aube. Après une longue journée de voyage, le groupe s'arrête pour camper. Tandis que Philo et Melty partent explorer les environs, Raphtalia interroge Nofumi sur sa destination choisie, Sealbelt. Il explique qu'en se basant sur la persistance des chevaliers à les en éloigner, il y a clairement quelque chose d'important là-bas. Quelque part, il pourrait enfin trouver du soutien. Cette nuit-là, alors que les autres dorment, Melty s'approche discrètement de Nofumi et lui demande pourquoi il nourrit une telle haine envers son père. Lorsqu'il raconte calmement tout, les fausses accusations, les tentatives d'exécution, la campagne de diffamation, Melty écoute en silence, stupéfaite. Avant qu'ils ne puissent terminer la conversation, ils sont pris en embuscade. À leur grande surprise, les trois autres héros, Ren, Itsuki et Motoyasu, arrivent avec des troupes, affirmant qu'ils sont là pour arrêter Nofumi. Lui et Melty essaient d'expliquer que c'est un piège, mais Melty les interrompt, accusant Nofumi de manipuler sa sœur et tout le monde autour de lui. Comme toujours, la plupart des gens croient la fille aux Cheetos épicés sans poser de questions. Un combat éclate. Ren et Itsuki sont visiblement mal à l'aise, surtout en voyant à quel point Melty cible agressivement sa propre sœur. Poussé au désespoir, Nofumi active le bouclier de rage pour créer une barrière, gagnant du temps pour une évasion. Avant de partir, il croise le regard de Ren et lui lance le chapelet, l'incitant à continuer de chercher la vérité. Une fois qu'il trouve un moment de calme pour se remettre, le groupe est approché par une figure encapuchonnée, un espion envoyé par la reine, qui révèle que la reine souhaite une rencontre. Sans autre option, Nofumi accepte.
Soudain, Nofumi et son groupe découvrent que la forêt devant eux est en flammes et réalisent instantanément que c'est l'œuvre de Malty. Le lendemain matin, ils découvrent que toutes les routes vers Sealbelt ont été bloquées, obstruant efficacement leur chemin. Avec peu d'options restantes, Malty suggère de se diriger vers la région suivante. Selon elle, le noble au pouvoir est un fervent allié de la reine et un rare partisan des demi-humains. Cependant, il est aussi le dernier seigneur pro-demi-humain encore en fonction, surtout après la mort du bras droit de la reine, l'ancien seigneur de Seito. En entendant cela, Raphtalia révèle tranquillement qu'elle a vécu à Seito. Après la mort du seigneur, des émeutes ont éclaté et les soldats de Melromarc ont utilisé le chaos comme excuse pour détruire la région. Les villages ont été rasés et les demi-humains survivants ont été capturés et vendus comme esclaves. Moi aussi. Elle aussi faisait partie de ceux qui ont été capturés et même maintenant, elle est hantée par les souvenirs de sa captivité. Peu après, ils arrivent au domaine de Lord Van. Bien que Nofumi reste méfiant, Van les accueille avec une chaleur inattendue. Pendant ce temps, les filles se comportent comme des perdantes fauchées et trouvent du réconfort dans le luxe rare qui leur est offert. Cependant, cette paix ne dure pas longtemps. Dès le lendemain, un autre noble, Radier, arrive au domaine de Van, marchant avec une armée complète et exigeant la reddition du héros au bouclier et de ses compagnons. Alors que le chaos s'installe, Nofumi et Raphtalia se cachent rapidement, tandis que Melty s'avance pour gérer la situation. À ce moment-là, Raphtalia reconnaît Radier. C'est le noble qu'il a autrefois réduit en esclavage. La colère monte en elle, mais Nofumi lui rappelle doucement d'attendre le bon moment. Dehors, Radier se moque du rang de Melty et l'incite à le suivre sous prétexte de contacter le roi. Dès qu'ils partent, Nofumi rassemble son groupe et se prépare pour un sauvetage rapide avant que Radier, le dernier tordeur de chaises, ne fasse quelque chose d'irréversible. Cette nuit-là, ils lancent leur attaque. Nofumi et Philo neutralisent les gardes avec précision. Raphtalia fonce directement sur Radier. Coup après coup, elle démolit le Chonxila, qui a brisé son enfance. Alors que Raphtalia se prépare à porter le coup final à Radier, Nofumi l'arrête. Il lui demande calmement si elle est vraiment à l'aise d'être rappelée comme celle qui a massacré le Seigneur des Restes. Réalisant que mettre fin à Radier elle-même ne ferait que refléter la cruauté qu'elle a subie, Raphtalia abaisse sa lame et choisit d'épargner Sir Tueur de siège de toilette. Cependant, Radier profite de son hésitation et se jette sur elle dans une dernière tentative désespérée de renverser la situation. Mais dans le chaos de la lutte, il perd pied et tombe vers sa mort. Le groupe se souvient alors du donjon souterrain de Radier et des innombrables esclaves qu'il y avait emprisonnés. Déterminé à les libérer, Raphtalia ouvre la voie. Alors qu'ils descendent dans les cellules froides et sombres, des souvenirs commencent à hanter Raphtalia de son temps passé dans ces mêmes cellules. Parmi ces souvenirs se trouvent deux de ses amis les plus chers, Rifana et Kayle. Elle se souvient comment tous les trois s'étaient accrochés les uns aux autres pour trouver de la force. Mais quand elle et Rifana ont été emmenés dans une autre cellule, Kayle a été laissé derrière et brutalement battu par les gardes. Raphtalia et Rifana ont souffert ensemble jusqu'à ce qu'elles soient finalement séparées. Elle a été vendue à un marchand d'esclaves, tandis que Rifana regardait derrière les barreaux avec des larmes dans les yeux. De retour au présent, le groupe commence à libérer les captifs. À la stupéfaction de Raphtalia, l'un d'eux est Kayle, vivant mais blessé. Nofumi le guérit rapidement. En larmes, Kayle dit que Rifana aurait été fière de voir ce que Raphtalia était devenue. La mention de Rifana la fait courir vers la dernière cellule, mais ce qu'elle trouve la laisse figée sur place, un squelette gisant en silence. Rifana était morte seule. Raphtalia s'effondre, submergée par le chagrin. En sanglotant, elle se blâme d'être arrivée trop tard, se qualifiant d'inutile. Nofumi s'agenouille à côté d'elle et rappelle à Raphtalia qu'elle est tout sauf inutile, car elle a sauvé des vies, donné de l'espoir aux gens, et pour lui, elle est irremplaçable. Alors que le groupe quitte le donjon, ils aperçoivent d'une scène choquante, juste au-delà des terres du domaine. Radier, d'une manière ou d'une autre vivant, tente de réveiller une bête oubliée depuis longtemps. Nofumi regarde avec incrédulité, se demandant comment le corps massif de Radier avait survécu à la chute précédente. Mais le gros ne reste pas en vie longtemps. Au moment où le seau se brise et que le dragon s'éveille, il attaque. Sans même regarder, la créature frappe Radier sous ses énormes griffes, l'écrasant instantanément. Avec cela, Nofumi et son équipe se préparent. Au cœur d'une forêt, une mystérieuse fille aux ailes blanches est vue en train de converser avec un filolial. Elle parle de trouver une candidate reine digne et espère silencieusement la rencontrer bientôt. Pendant ce temps, le chaos éclate au domaine de Radier, où le dragon nouvellement libéré détruit tout sur son passage. Sans perdre de temps, Philo se lance sur la bête, mais ses efforts s'avèrent aussi inutiles que votre tentative d'étudier. Observant la bataille, Melty remarque soudain une faible lueur rose émanant à la fois de l'abdomen de Philo et de celui du dragon. Cet indice pousse Nofumi à rassembler les éléments. Les filoliales et les dragons ont une animosité profondément enracinée, et ce dragon en particulier vise spécifiquement Philo. En réalisant cela, Nofumi élabore rapidement un plan. Ils utiliseront Philo comme appât pour éloigner le dragon de la ville, épargnant ainsi les civils d'une destruction supplémentaire. Alors que le groupe se prépare à partir, Raphtalia hésite, réticente à abandonner son ami.
Voyant cela, Kael l'encourage doucement à partir. Ému par ces mots, Raphtalia lui remet son bracelet amplificateur de mana et le confie aux soins de Van avant de se précipiter pour rejoindre Nofumi. Ensemble, Nofumi, Philo, Raphtalia et Melty attirent le dragon dans la nature sauvage. Là, il lance plusieurs attaques coordonnées, mais la bête continue de les dominer. Avec peu d'options restantes, Nofumi se prépare et commence à invoquer le bouclier de la colère. Juste au moment où la transformation commence, une voix mystérieuse l'interrompt, l'avertissant de ne pas utiliser à nouveau ce pouvoir. Au même moment, Melty aperçoit une épaisse barrière brumeuse se former autour d'eux, imprégnée d'énergie magique. Puis, sans avertissement, un énorme vol de Philolial descend du ciel, entourant le dragon dans une formation organisée. Alors que Nofumi tend à nouveau la main vers le bouclier de la colère, la même voile l'arrête une fois de plus, empêchant cette fois la transformation de force. Des profondeurs du lac voisin, une figure imposante émerge, la reine des Philolial elle-même. Sa seule présence réduit la zone au silence. Elle donne au dragon un avertissement sévère de se retirer. Lorsqu'il refuse, elle ne perd pas de temps et élimine la bête sans effort, stupéfiant tout le monde par sa puissance pure. Tournant son attention vers Nofumi, la reine exprime calmement son désir de lui parler. Mais avant cela, elle se transforme en sa forme humaine et se présente comme Fitoria. La reconnaissant immédiatement, Melty se souvient d'une mission diplomatique passée où elle a rencontré la reine et partage son souvenir avec Nofumi, Fitoria. Puis explique que, puisque Philo a été élevée par un héros, elle possède un potentiel unique et pourrait avoir le potentiel de devenir elle-même la reine des Philolial. Voulant poursuivre la conversation dans un endroit plus sûr, elle escorte le groupe vers les ruines d'un ancien sanctuaire Philolial, autrefois protégé par les héros d'autrefois. Plus tard dans la soirée, le groupe prépare un repas à partir de la viande du dragon abattu. Alors qu'ils mangent et se reposent, Featoria parle de la crise grandissante. Elle explique que la croissance accélérée de Philo et ses traits spéciaux sont le résultat direct d'avoir été élevée par un héros. Cependant, son ton change rapidement lorsqu'elle exprime sa déception envers la génération actuelle de héros, car ils sont divisés par des conflits futiles. Featoria révèle en outre que les vagues ne se limitent pas à Melromark, mais sont un phénomène mondial. Chaque héros cardinal est censé défendre une nation distincte, et leur désunion actuelle met en danger non seulement un royaume, mais le monde entier. Ailleurs à Melromark, Ren et Itsuki s'infiltrent dans les archives cachées de l'église des trois héros. Espérant découvrir pourquoi Naofumi a été si sévèrement vilipendée, ils fouillent des documents interdits. À leur insu, Malty les observe depuis l'ombre, peu impressionnée et manifestement mécontente de leur curiosité croissante. Au sanctuaire, Featoria continue sa plaidoirie, exhortant Naofumi à faire la paix avec les autres héros. Mais lorsqu'il refuse, elle change brusquement de ton et déclare que si les héros ne peuvent pas s'unir, alors elle prendra les choses en main et les éliminera tous. Le lendemain matin, Naofumi reste silencieux, méditant sur l'ultimatum de Featoria d'éliminer les 4 héros cardinaux s'ils ne parviennent pas à s'unir contre les vagues. Alors que le groupe prend le petit déjeuner, Featoria enferme soudainement Melty dans une prison tourbillonnante de vent magique. D'un ton ferme, elle explique que ce n'est pas un acte de cruauté, mais une poussée nécessaire. Elle révèle qu'elle a autrefois fait une promesse aux héros qu'il a élevés, un vœu de protéger le monde de la destruction. Et pour honorer cela, les héros actuels doivent travailler ensemble. Sous la pression de ces tactiques, Naofumi tient bon et la prévient d'arrêter ou de risquer de tester sa colère. Il tend la main vers le bouclier de rage, mais avant que la transformation ne puisse s'achever, Featoria l'arrête à nouveau. Au lieu de cela, elle propose un défi, un duel en tête-à-tête entre Philo et elle-même, toutes deux sous leur forme humaine. Si Philo peut prouver sa valeur, Featoria promet d'épargner Melty et les autres héros pour l'instant. Sans autre choix, ils acceptent tous alors que la reine magique s'élève autour d'eux, enfermant les deux combattants à l'intérieur, tandis que Naofumi et les autres observent attentivement. Philo se précipite dans la bataille, mais il est rapidement clair que la force et la vitesse de Featoria dépassent de loin les siennes. Pendant ce temps, Naofumi tente désespérément de libérer Melty, mais est intercepté par une attaque de la magie de Featoria, suffisamment puissante pour contourner ses défenses. Voir Naofumi blessé met Philo en colère, tandis que Featoria puise calmement du mana dans l'air environnant et se prépare à terminer le combat. Soudain, Naofumi crie, exhortant Philo à observer les mouvements de son adversaire. Le conseil déclenche un souvenir chez Featoria, résonnant avec les mots mêmes que son propre héros lui avait dit il y a longtemps. Surprise, elle hésite juste assez longtemps pour que Philo lance une nouvelle attaque, frappe pyrale, un mouvement imitant le coup de griffe d'un talon doré. Le coup atteint sa cible, perçant la défense de Featoria. Épuisée mais inébranlable, Philo tient bon. Elle déclare son intention de devenir plus forte et de protéger ceux qu'elle aime. Un sourire se dessine sur le visage de Featoria alors qu'elle met fin au duel, nommant Philo la victorieuse. Featoria révèle ensuite que le combat était un test pour déterminer si Philo était digne de devenir sa successeur. Avec cela, Philo est officiellement déclarée future reine des Philolial. Une belle couronne apparaît au-dessus de sa tête mais se dissout rapidement en une petite mèche émergeant de ses cheveux, marquant sa place dans la lignée royale et dans le cœur des Fatweaves.
Après avoir guéri les blessures de Naofumi, Featoria lui offre une mèche de ses cheveux, débloquant un nouveau pouvoir dans son bouclier, la série Filolial. Elle s'excuse également auprès de Melty en lui permettant de monter sur sa forme d'oiseau géant, planant brièvement dans le ciel, avant de revenir en toute sécurité. Plus tard dans la soirée, Featoria s'approche de Naofumi pour une conversation privée. Elle lui demande doucement s'il a déjà vraiment essayé de laver son nom. Pris de court, Naofumi admet qu'il ne l'a pas fait, non pas parce qu'il s'en fichait, mais parce qu'il pensait que personne n'écouterait. Featoria ne le critique pas directement, mais elle lui rappelle qu'en choisissant le silence, il a permis au mensonge de persister. Elle partage ensuite son plan. Ils retourneront à Maromark, où Naofumi aura l'occasion de parler avec l'un des autres héros. Cependant, elle avertit qu'elle n'interviendra que s'il montre qu'il mérite son aide. Lorsque Naofumi demande pourquoi elle place sa confiance en lui, Featoria révèle qu'elle le tient en plus haute estime que les autres, non seulement pour avoir élevé Philo en digne héritière, mais aussi parce qu'elle croit qu'il est le seul à pouvoir rassembler les héros. Comprenant le poids de cette responsabilité, Naofumi accepte de suivre ses conseils. Featoria lui enseigne alors un sort pour aider à gérer l'influence sombre du bouclier de la colère, ce qui l'aidera à utiliser le pouvoir sans se perdre. Alors que la nuit s'approfondit, Featoria repose sa tête sur les genoux de Naofumi, fermant les yeux tandis qu'il caresse doucement ses cheveux, marquant le début d'une nouvelle route de harem. Le lendemain, Featoria transporte en toute sécurité Naofumi et ses compagnons vers un nouvel endroit, leur offrant un vieux mais robuste chariot pour le plus grand plaisir de Philo. Avant de partir, elle partage avec Naofumi et le groupe qu'elle sent la présence d'un autre héros à proximité et l'exhorte à réparer ses relations pour que les héros puissent être unis. Motivé par ces paroles, Naofumi décide d'approcher le héros stationné au prochain point de contrôle. Cependant, à sa grande consternation, la personne qui l'attend là-bas n'est autre que Motoyasu, déjà rouge de fureur. Sans écouter la raison, Motoyasu accuse Naofumi d'avoir causé la mort de Ren et Itsuki. Naofumi essaie de se défendre, affirmant qu'il n'a rien à voir avec l'incident. Mais la vilaine Ou prétend de manière dramatique que Naofumi a libéré un monstre terrifiant sur une ville sans défense, alimentant encore plus la haine de Motoyasu. Sans hésitation, Motoyasu tire son arme, jurant d'envoyer Naofumi dans les profondeurs de l'enfer, tandis que Malty piège Naofumi et son groupe dans une cage de foudre magique, les forçant à un combat qu'ils n'ont jamais demandé. Réalisant que Malty a probablement distrait Motoyasu pour embrouiller son esprit, Naofumi se prépare à contre-cœur au combat et finit par dominer le héros à la lance. Alors que la marée semble tourner en sa faveur, Philo avertit urgemment Naofumi de se préparer à l'impact, sentant une force puissante approcher. Faisant confiance à son instinct, Naofumi renforce immédiatement les défenses de son bouclier, protégeant non seulement son propre groupe, mais aussi Motoyasu et ses alliés. Quelques instants plus tard, un rayon d'énergie dévastateur s'abat sur la zone, détruisant tout sur son passage. Alors que la poussière retombe, le pape Balmus s'avance, applaudissant calmement la survie de Naofumi, impressionné qu'il ait réussi à résister au sort du jugement divin. Cependant, ses louanges deviennent rapidement sinistres lorsqu'il déclare son intention de purifier le monde des héros actuels, qu'il considère comme rien de plus que des gamins gâtés qui s'amusent. Malty, furieuse de la trahison du pape, exige des réponses, mais Balmus l'écarte avec assurance, révélant son plan pour prendre le contrôle de tout le royaume. Puis, sans hésitation, il admet avoir orchestré la mort de Ren et Itsuki. La révélation stupéfie tout le monde. Pour la première fois, Motoyasu hésite. Il jette un coup d'œil à Naofumi et se demande si le héros au bouclier était finalement un type sympa. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le pape lève l'arme sacrée, prêt à lancer à nouveau le sort de jugement. Affaibli par le combat, Naofumi se retrouve dans une situation difficile alors que le pape Balmus lève son arme dorée haut dans les airs et qu'elle commence à se transformer entre épée, lance et arc. Reconnaissant le danger, Malty explique rapidement que l'arme est une réplique des 3 armes légendaires, un artefact sacré que tout le monde pensait disparu, mais c'était clairement un autre mensonge fabriqué par l'Église. Furieux par la tromperie, Naofumi se tourne vers Malty et exige de savoir pourquoi le royaume a pris la peine de convoquer des héros comme lui si une telle arme existait déjà. En réponse, Malty précise que bien que la réplique cardinale soit puissante, son coût en mana est énorme. Un seul coup draine une énorme quantité d'énergie, le rendant insoutenable, c'est pourquoi ils ont invoqué 4 perdants sans emploi d'un autre monde, pour qu'ils manient chacun leur propre arme afin de répartir la charge. Refusant de rester les bras croisés, Motoyasu passe à l'action et lance une attaque contre Balmus. Cependant, ses efforts sont facilement déviés. Sans se décourager, il prononce un discours passionné, se proclamant le héros qui sauvera tout le monde. En regardant Motoyasu, Naofumi réalise qu'il a probablement été diplômé de l'université Kai-Senatsu Grimer. Le héros à la lance frappe à nouveau, mais échoue encore une fois. Naofumi remarque alors que le pape absorbe une immense énergie des croyants environnants qui canalisent du mana dans l'arme.
Alors que les choses commencent à sembler désespérées, Ren et Itsuki arrivent et perturbent momentanément le flux de mana de Balmus. Les héros révèlent qu'ils ont survécu à une tentative d'assassinat et sont revenus avec des informations cruciales. Leur enquête sur la corruption de l'Église a conduit à l'attaque ordonnée par Balmus lui-même. Heureusement, la reine et son réseau d'espions sont intervenus, les aidant à s'échapper et à se regrouper. Avec le pape distrait et affaibli, Ren et Itsuki proposent une alliance pour le renverser, mais Nofumi leur rappelle froidement comment ils l'ont traité par le passé, comment ils ont douté de lui, l'ont abandonné et l'ont forcé à nettoyer leur saleté sans obtenir de compensation. Il affirme même qu'à ses yeux, ils ne valaient pas mieux que le pape, utilisant leur pouvoir imprudemment et causant du tort partout où ils allaient. Pourtant, lorsque Nofumi regarde ses compagnons, Raphtalia, Philo et même Melty, il se souvient de la promesse qu'il a faite à Feitoria. L'unité est la seule voie à suivre, du moins pour l'instant. À contre-cœur, il accepte de se battre à leur côté, mais précise qu'une fois Balmus vaincu, leurs chemins se sépareront à nouveau. Les trois héros acquiescent, acceptant les conditions de Nofumi. À ce moment-là, le pape termine son incantation et libère son prochain sort terrifiant. La cathédrale et une structure colossale de lumière magique entourent tout le champ de bataille. Ailleurs dans le royaume, la reine Marilia enfile son armure en silence, se préparant à affronter le pape Balmus et son culte de fanatiques. Alors qu'elle prépare ses forces, elle prie silencieusement pour la sécurité de Nofumi et Melty, sachant que le chaos à venir les mettra tous à l'épreuve. À l'intérieur des murs aveuglants de la cathédrale, Nofumi réalise rapidement que leurs efforts combinés sont inutiles puisque le bouclier divin de Balmus le rend pratiquement intouchable. Dehors, un des évêques supplie Balmus, avertissant que si les fidèles continuent de donner leur mana imperturbable, le pape déclare froidement que mourir pour leur dieu est un honneur sacré. Alors l'évêque se tourne vers la foule et les exhorte à donner leur vie au service de Balmus et de sa sainte croisade. En regardant ce culte de clown, Nofumi décide de libérer le bouclier de la colère. Une fois de plus, la voix sinistre du dragon zombie s'élève de l'intérieur, le tentant de céder à la haine. Mais cette fois, Nofumi résiste, jusqu'à ce que le dragon révèle que cette rage n'est pas empruntée, mais qu'elle lui a toujours appartenu. Des éclairs de son passé de tourment, de trahison et d'isolement envahissent son esprit. Alors que Nofumi voit sa douleur mise à nu, il accepte que frapper les murs de la salle de sport ne le réparera pas. Maintenant consumé par la fureur, Nofumi se transforme en une force de destruction, prêt à brûler le monde. Mais alors que l'obscurité commence à l'envahir, il voit la gentillesse de Raphtalia, la loyauté de Philo et la confiance de Melty. Leurs voix l'atteignent, promettant de rester à ses côtés et de partager sa douleur. Et lentement, Nofumi se retire de l'obscurité. Se tournant vers les filles avec une rare douceur, il leur demande si elles veulent lui offrir un soutien oral, c'est le moment. Melty, cependant, lui rappelle qu'ils sont encore en plein milieu d'une bataille. Reprenant ses esprits, Nofumi se tourne enfin vers les autres héros et leur demande de l'aide. Surpris, mais motivés, les trois héros unissent leurs forces avec Nofumi. Ensemble, ils lancent une attaque coordonnée contre le pape, mais même alors, Balmus reste intouché. Juste à ce moment-là, la reine Marilia arrive sur le champ de bataille. Canalisée une puissante magie, elle lance un sort de gel qui arrête Balmus dans son élan, le verrouillant sur place. Sans perdre un instant, Nofumi débloque une nouvelle capacité terrifiante du bouclier de rage, le sacrifice de sang. Alors que le sort s'active, le sang commence à couler du corps de Nofumi, s'infiltrant dans la terre. Un énorme bouclier hideux se forme à partir du sol et engloutit le pape comme ta mère a englouti tes possibles frères et sœurs. Les murs de la cathédrale s'effondrent et disparaissent, et avec cela, Nofumi s'effondre au sol. Se précipitant à ses côtés, la reine Marilia s'agenouille à côté de lui, posant une main sur sa poitrine. Avec une détermination féroce mais maternelle, elle déclare qu'elle ne permettra pas au héros du bouclier de mourir, pas après tout ce qu'il a enduré. Nofumi se réveille en sursaut, seulement pour trouver son harem profondément endormi à côté de lui. En se réveillant, Raphtalia le rassure en disant que la guérison de la reine Marilia l'avait stabilisé, mais que la malédiction du sacrifice de sang avait laissé des dommages profonds et persistants que même la magie de la reine ne pouvait pas complètement annuler, donc il doit laisser le temps le guérir. Juste à ce moment-là, la reine Marilia entre et Nofumi la regarde avec curiosité et suspicion. Il finit par exprimer la question qui le hantait depuis le début. Pourquoi Melromarc déteste-t-il le héros au bouclier? La reine répond que lors de la deuxième vague apocalyptique, elle était absente à un forum international où les dirigeants mondiaux avaient convenu que chaque pays invoquerait un seul héros cardinal. Elle avait laissé le seigneur de confiance de Sieto pour maintenir l'ordre. Mais pendant la vague, il a été tué. Sans patience ni prévoyance, le roi Altcray a paniqué et a rompu le protocole international en invoquant les 4 héros à la fois. Cet acte imprudent a détérioré les relations avec les autres nations, forçant Marilia à rester à l'étranger plus longtemps. Et en son absence, Altcray et Melty se comportaient comme les dirigeants du monde réel. Mais lorsque la réponse ne le satisfait pas, la reine admet avec hésitation que l'église des 3 héros méprisait déjà le héros au bouclier et que le roi et Melty nourrissaient une haine personnelle parce qu'il avait un python dans son pantalon.
Cela pousse Nofumi à se demander comment sa vie aurait été différente s'il avait été invoqué ailleurs. Marilia confirme doucement que s'il avait été invoqué à Siltvelt, où le héros du bouclier est vénéré, il aurait été traité comme un roi, avec 72 femboys et goth mummies à son service. Lorsque Marilia propose de blanchir son nom et de le couvrir d'or, Nofumi reste impassible. Il déclare son intention de quitter Melromark et d'affronter les vagues où qu'elles apparaissent. La reine hoche la tête, comprenant que la confiance ne se reconstruit pas en un jour. Cependant, plus tard en privé, elle fait une dernière demande et demande à Nofumi d'assister au procès du roi Alcré et de la princesse Malti. Cette nuit-là, Nofumi rêve de guillotine et de justice. Hanté par les images de leur exécution, il se réveille troublé mais déterminé. Le lendemain matin, le groupe de Nofumi, ainsi que les 3 autres héros, se rassemblent dans la salle du trône pour le procès. Le roi Alcré et Malti sont traînés enchaînés devant la cour. La reine Marilia annonce qu'un blason en ardoise sera utilisé pour révéler la vérité. Au fur et à mesure que le procès se déroule, le tissu de mensonges de Malti se défait. Sa conspiration avec le pape, sa trahison envers sa sœur, la fausse accusation de tripotage contre Nofumi et ses innombrables autres crimes sont alors exposés. Motoyasu, stupéfait et réduit au silence, réalise qu'il a été manipulé comme un imbécile par une femme qui n'avait même pas des bazookas aussi gros que ceux de son état. Alors que le roi et la princesse sont reconnus coupables de haute trahison, le peuple de Melromark, regardant de l'extérieur, crie pour la justice. Mais juste au moment où les bourreaux s'avancent, Nofumi prend la parole. Il explique franchement qu'il continue à faire des cauchemars de Malti et du roi en train d'être exécuté, et s'il doit rêver de quelqu'un, autant que ce soit de Nala le chevauchant, comme s'il était Simba. Au lieu de l'exécution, il propose quelque chose de plus poétique. Les dépouiller de leur titre et identité. La reine accepte immédiatement, désireuse d'honorer sa clémence. À partir de ce moment, le roi est renommé Déchet et Malti obtient le titre de la pute qui utilise trop dedans. Après le procès, la reine Marilia dissout officiellement l'église des 3 héros corrompus et rétablit l'église des 4 héros longtemps enterrés, garantissant que le héros du bouclier sera enfin honoré à nouveau dans la doctrine de Melromark. Pourtant, Nofumi refuse toute récompense supplémentaire, car sa mission va au-delà du trône et de l'or. Il déclare alors son intention de continuer à combattre les vagues où qu'elles surgissent. Alors que lui et son groupe se préparent à partir, Melti se précipite pour les saluer. Elle promet de réparer le désordre créé par sa famille et de faire de Melromark une terre qui mérite ses héros. À l'extérieur des portes du château, soldats et citoyens s'inclinent, alors que Nofumi passe. Melti, les larmes aux yeux, le remercie pour tout. En retour, Nofumi sourit avec une paix sincère, jurant d'affronter les vagues, non seulement en tant que héros de Melromark, mais en tant que héros du bouclier. Le lendemain matin, Nofumi est doucement réveillé par Raftalia, qui lui montre avec enthousiasme le blason mis à jour de l'église, arborant fièrement les symboles des 4 héros cardinaux. Avec une motivation renouvelée, il dit à Raftalia qu'il est temps d'obtenir leurs améliorations de classe tant attendues. À leur arrivée au sablier du dragon, il rencontre Ochi, qui supervise désormais ses fonctions. Cependant, après plusieurs tentatives, Nofumi et ses filles sont informés que les améliorations qu'ils recherchent ne sont pas disponibles. Plus tard, ils transmettent la nouvelle à la reine Marilia au palais. Elle écoute calmement et explique que parfois, le sablier réagit ainsi, car certaines classes peuvent être restreintes ou bloquées dans des circonstances magiques inhabituelles. Changeant de sujet, elle informe Nofumi qu'un banquet est organisé et que les 4 héros doivent y assister. Ce soir-là, Nofumi, toujours préoccupé par leur tentative d'amélioration échouée, s'excuse discrètement auprès de Raftalia. Il avoue qu'il veut juste s'assurer qu'elle et Philo puissent être fortes même s'il n'est plus là un jour. Raftalia ouvre la bouche pour répondre, mais avant qu'elle ne puisse parler, Nofumi est convoqué par la reine pour une réunion privée. Le banquet, cependant, est loin d'être paisible. Melti remarque Malti rôdant de manière suspecte dans le coin, semblant se livrer à son comportement habituel de Tot. Les choses dégénèrent lorsqu'un chevalier ivre se moque de Raftalia, la traitant de version laide de Hollow. L'insulte est profonde, et Raftalia, bouillonnant de fureur, le défie en duel sur le champ. Pendant ce temps, dans la chambre royale, la reine Marilia scrute les expressions tendues des autres héros et demande s'ils ont tous des crampes de sperme en même temps. Elle explique ensuite que s'entraîner à Balmura peut leur être bénéfique car cela accorde aux héros et aventuriers un gain d'expérience accru, ce qui pourrait être vital pour survivre à la prochaine vague. La mention éveille l'intérêt des héros jusqu'à ce que Melti fasse soudainement irruption avec des nouvelles urgentes. Elle annonce que Malti a tenté d'empoisonner les boissons du banquet. Motoyasu, toujours un chevalier blanc, refuse de le croire, criant son déni. Mais la reine le fait taire en utilisant le blason de Malti, qui confirme sa culpabilité sans équivoque. Alors que le chaos éclate dans la salle de banquet, les héros sombrent dans une autre querelle mesquine. Reine accuse Nofumi de tricherie, affirmant que son bouclier est trop cool pour être légitime. Ils commencent à comparer les particularités de leurs armes. Motoyasu discute de la copie d'armes, Ren se vante de l'artisanat et Itsuki mentionne la téléportation. Nofumi, abasourdi, pleure intérieurement, sachant qu'il a encore 2 saisons à faire.
Cette nuit-là, après que le chaos se soit calmé, Fila dort blotti contre Melty, tandis que Nofumi et Raphtalia réfléchissent sous le clair de lune, repensant à ce que les autres ont dit. Nofumi se concentre sur la capacité de copie d'armes. À sa grande surprise, son bouclier réagit soudainement, débloquant la compétence de copie de lui-même. Au lever du soleil, alors que les autres héros se préparent à partir pour Kalmyra, la reine Marilia informe Nofumi qu'un navire séparé sera prêt pour son groupe dans les 24 heures. Cette fois, Melty choisit de rester pour remplir ses devoirs royaux. Avant de se rendre au port, Nofumi s'arrête à la boutique d'armes d'Elhart, où il touche joyeusement tout ce qu'il voit pour copier de nouveaux boucliers. Au grand agacement d'Elhart, sur le chemin du navire, Raphtalia demande à visiter son ancien village, qui est maintenant en ruine. Ensemble, ils marchent parmi les vestiges de son passé, rendant hommage aux tombes de ses amis et de sa famille, y compris Rifana. Debout devant le dernier lieu de repos de ses proches, Raphtalia se tourne vers Nofumi et admet doucement qu'elle ne peut pas imaginer un monde sans lui. Nofumi répond en disant qu'il ne va nulle part puisque les autres héros ne sont que des idiots. En embarquant sur le navire à destination de l'archipel de Kalmyra, Nofumi rencontre deux voyageurs étranges, nommés Berg et Laris. Alors que les présentations sont échangées, son identité en tant que héros du bouclier suscite immédiatement les rires du duo. Berg se moque de lui en disant que s'il est le héros du bouclier, alors lui est Mikasa. Ignorant la pique, Nofumi reste calme jusqu'à ce que Berg, toujours amusé, propose de faire équipe pour la prochaine montée en niveau. Cependant, avant qu'une réponse puisse être donnée, le capitaine du navire appelle Nofumi à se présenter sur le pont, impatient de montrer les héros légendaires à son équipage. En montant, Nofumi envisage de partager la nouvelle de sa compétence de copie d'armes récemment débloquée avec les autres. Mais à son arrivée, il le trouve nauséeux et affalé à cause du mal de mer. Ren, irrité par l'état stable de Nofumi, déclare que c'est parce qu'il a une arme plus cool. La rencontre est bientôt interrompue lorsque Riz s'approche et demande un bijou sur mesure. Remettant à Nofumi un cristal unique pour forger, il accepte la commande sans hésitation, la considérant comme une distraction valable. Une fois arrivé à Kalmyra, Nofumi et son équipe se séparent de Berg et de Riz pour se lancer directement dans leurs préparatifs de montée de niveau. Malheureusement, leurs efforts sont de courte durée, car Itsuki, Motoyasu et Ren arrivent et se disputent immédiatement les droits territoriaux. Fatigué des querelles incessantes, Nofumi se retire complètement de la discussion. Plus tard dans la soirée, après avoir noté les effets persistants du sort de sacrifice de sang, Nofumi rejoint une réunion décontractée autour d'un verre avec Berg et Laris. Le lendemain, Nofumi termine le bracelet de Riz en utilisant la gemme qu'elle a fournie. Satisfaite du résultat, elle le compense généreusement et ensemble le groupe part pour une nouvelle session de montée en niveau. À leur arrivée, ils sont rapidement attaqués par une nuée de monstres. Laris active la magie du rubis qui non seulement incinère les forces ennemies, mais purifie aussi de manière inattendue les restes de la malédiction du sacrifice de sang du corps de Nofumi. Après la bataille et le partage du butin, Nofumi invite Berg et Laris à rejoindre son groupe de façon permanente. Étonnamment, Berg décline et les deux parties se séparent en bons termes. Peu après, Nofumi et ses compagnons se dirigent vers la plage où ils découvrent une structure sous la surface de l'océan. À l'intérieur se trouve un colossal sablier de dragon qui révèle de manière inquiétante que la prochaine vague arrivera dans seulement 2 jours. En découvrant l'arrivée imminente de la prochaine vague, Nofumi ne perd pas de temps et se téléporte directement au château pour informer la reine Marilia. Agissant rapidement, la reine organise une flotte militaire pour soutenir les héros cardinaux dans la bataille à venir. Évaluant la situation, Nofumi prédit que la vague frappera au large, ce qui pousse la reine à commander plusieurs navires pour se préparer à une confrontation en mer. Pendant ce temps, Raphtalia exprime son inquiétude pour les résidents de Kalmyra, la rassure en lui disant qu'Earl Havenberg a déjà terminé l'évacuation, apaisant ainsi ses inquiétudes. Malgré la menace imminente, Ren, Motoyasu et Itsuki restent réticents à coopérer, leurs égos empêchant toute forme d'unité. Dans son navire assigné, Nofumi aperçoit Berg et les autres à bord d'un autre bateau et commente à Melty que ces deux-là semblent bien plus fiables que les soi-disant héros de son propre monde. Alors que la vague frappe, une créature marine colossale émerge comme la principale menace. Tandis que Ren, Motoyasu et Itsuki se révèlent inutiles comme d'habitude, Nofumi et son équipe, avec les efforts combinés de Berg et des autres, parviennent à vaincre le boss. Cependant, la célébration de la victoire est de courte durée. Dans la foulée, Berg et les autres révèlent qu'ils sont des héros d'un autre monde, maintenant convaincus que Nofumi est vraiment le héros du bouclier. Ils dévoilent que leur mission est d'éliminer les héros de ce monde pour empêcher l'effondrement du leur. Avec cela, ils se retournent contre Nofumi, initiant une bataille féroce. À la surprise de Nofumi, leurs forces dépassent les attentes, les deux parvenant à infliger des dégâts malgré les défenses de son bouclier. La situation s'aggrave davantage lorsque Glace fait son entrée, s'alignant avec Berg et les autres, confirmant qu'elle vient aussi du même monde parallèle.
Avec Glass rejoignant la bataille, Nofumi réalise rapidement que les chances sont contre lui. Affronter les 3 ennemis simultanément serait insensé. Alors il assigne Raphtalia, Philo et Melty pour s'occuper de Berg et des autres pendant qu'il affronte Glass seul. Désireuse d'un face-à-face, Glass accepte. Nofumi passe en revue ses boucliers et découvre bientôt que Glass a du mal contre son bouclier dévoreur d'âmes. Il la prévient que des attaques continues forceront le bouclier à la dévorer entièrement. Impassible, Glass déclare sa détermination inébranlable à défendre son monde, même au prix de sa vie. Elle exhorte Nofumi à faire de même s'il souhaite vraiment protéger le sien. Alors que Nofumi commence à douter de sa capacité à porter le fardeau d'un véritable héros, Raphtalia intervient, déclarant avec audace son désir de protéger son monde et ses amis. Ces mots dissipent l'hésitation de Nofumi et il se prépare à activer le sacrifice de sang lorsque la reine Marilia intervient, aspergeant Glass d'alcool fort. Désorienté et incapable de se battre correctement, Glass est forcé de s'arrêter. Berg apparaît rapidement, lui disant qu'il est temps de se retirer. Sans autre option, les 3 adversaires retournent dans leur propre monde. Dans les jours qui suivent, Nofumi lutte avec la possibilité de devoir combattre et tuer des héros d'autres mondes. Réalisant qu'il aura besoin de plus d'alliés, il saisit l'occasion de recruter Lisha, une fille qu'Itsuki a expulsée de son groupe pour une raison futile. Peu après, la reine Marilia récompense Nofumi pour sa victoire contre le pape en lui accordant le contrôle de la région de Sieta. En retournant dans la zone qui lui avait autrefois apporté douleur et perte, Raphtalia demande pourquoi il a choisi cette terre en particulier. Nofumi explique qu'il veut l'utiliser comme terrain d'entraînement, une base où ils peuvent se préparer correctement pour la prochaine vague. Touché par sa détermination, Raphtalia lui demande de ne jamais partir. Nofumi, désormais plus sûr de son chemin, promet de rester et de protéger les personnes qui l'ont soutenu. Pensez-vous que Nofumi vaincra des héros d'un autre monde? Commentez « J'aime Nala » si vous êtes d'accord. Et si vous aimez les résumés d'animes, regardez cette vidéo ici.